Avec mon pote JV, on vient de vous sortir une vidéo sur sa chaîne qui s'appelle Une bière et JV, dans laquelle on a débunké tous les clichés qu'il y avait autour de la fête de la Saint-Patrick. La vidéo, je vous la mets dans le petit et dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Et pour continuer dans la lancée, on va aller rejoindre JV au pub et on va vous raconter cette fois-ci comment ça se fait qu'il y ait autant de clichés autour de cette fête, d'où elle vient et puis surtout qui c'était ce fameux Saint-Patrick. Alors surtout, venez avec moi. Dans quelques jours, c'est la Saint-Patrick, la grosse teuf irlandaise de la bière où des millions de litres de bière irlandaise sont vendus, où tout le monde va prendre les pubs d'assaut, s'habiller en vert en ornant ses fringues de petites rèfles et autres léprechaunes. On a déjà vu d'où venaient tous ces éléments du folklore de la Saint-Patrick. Et puis de toute façon, c'est tellement populaire la Saint-Patrick que vous savez très bien de quoi on va parler dans cette vidéo. Donc Saint-Patrick, la légende, on l'a vu, ok, mais le bonhomme et son histoire, on en sait quoi exactement? La légende de la Saint-Patrick, elle est super compliquée à retracer, mais on va quand même essayer de le faire. Saint-Patrick était donc un saint chrétien, mais surtout ce qu'on appelle un personnage semi-légendaire. Donc potentiellement il a existé, mais les sources à son sujet peuvent être des fictions, parce qu'en Grande-Bretagne, les récits sur les grands personnages sont souvent des mélanges d'histoires réelles, mais aussi de mythologie, d'histoires païennes, d'histoires religieuses, de contes, etc. Donc au final, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de littérature sur ces personnages, mais le vrai du faux est un peu compliqué à démêler. Comme on l'a déjà dit dans la vidéo de JV, Saint-Patrick, un peu comme le roi Arthur, il a plein de légendes autour de lui qu'on appelle les légendes patriciennes. Mais dans la littérature, on appelle aussi ça des hagiographies. Ce sont des biographies de personnages, mais en fait qui sont basées sur une trame historique très mince, sur laquelle on va broder, on va inventer des centaines, voire des milliers d'épisodes de sagas. Ouais, c'est un peu le plus bel la vie de l'époque, quoi. Mais de quelle époque exactement? L'époque à laquelle on écrit les histoires sur Saint-Patrick, c'est quand même un contexte assez particulier. Au 5e siècle, le christianisme commence à se répandre, on découvre qui est Saint-Patrick. Au 7e siècle, les moines irlandais qui sont convertis au catholicisme et qui sont lettrés, qui peuvent écrire, vont commencer à écrire des histoires sur les personnages chrétiens, mais aussi des histoires sur les personnages celtiques. Et pour les premières fois, on va écrire les épopées et les légendes du monde celtique. Et du coup, forcément, tout va se mélanger un petit peu. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que dans les deux cas, il n'y a rien qui peut vraiment être lié à des faits historiques attestés. C'est aussi l'époque où il faut convertir les gens au christianisme en Irlande, donc on peut aussi avoir un doute sur l'idée que toute cette littérature, que toutes ces histoires avaient peut-être pour but de faire une propagande chrétienne. Et tout ça, ça fait que ces textes manquent encore plus de fiabilité aux yeux des historiens. Après, en vrai, ces textes, ils étaient écrits en latin, du coup pas forcément accessibles à la plupart des Irlandais. Et c'est seulement à partir des années 900 à peu près qu'on va commencer à les traduire en langue vernaculaire et que du coup, la majorité des Irlandais va découvrir l'existence de leur saint patron, le Saint Patrick. Ok, alors, admettons, Saint-Patrick a vraiment existé. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir le saint patron de l'Irlande? En fait, Saint-Patrick, c'est le saint chrétien qui aurait amené le christianisme en Irlande. Donc on peut dater son existence vers le 4e, 5e siècle. Et c'est certainement un personnage qui a réellement existé, et les historiens datent sa naissance vers l'an 380. Le lieu, par contre, de sa naissance, c'est une autre histoire. On se doute qu'il serait né en Bretagne insulaire, en Grande-Bretagne, mais en fait, il y a beaucoup de villes qui revendiquent être son lieu de naissance. Carlisle, Doven à Ravenglass, Severn Valley en Angleterre, Old Patrick en Écosse, et même Boulogne-Billancourt en France. Ah, et puis il y a Cannes aussi, mais bon, ça c'est quand même beaucoup moins probable. En tout cas, ce cher Patrick, c'était le fils d'un décurion, c'est-à-dire d'un collecteur d'impôts pour l'Empire romain, dans une colonie romaine qui était installée en Grande-Bretagne. Il n'a pas du tout eu d'éducation religieuse, il connaissait rien en le christianisme et pas grand-chose non plus en le paganisme celtique. Il parlait d'ailleurs sûrement pas le celte non plus, et avait eu une éducation romaine administrative et militaire assez classique, assez lambda. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le saint chrétien qui a évangélisé l'Irlande?
La légende raconte qu'il a été enlevé par des pirates, vendu comme esclave, qu'il est devenu berger pour un chef irlandais, qu'il a rencontré Dieu, qu'il a fait naufrage, que les dieux païens l'ont laissé crevé de faim alors que le dieu unique lui a envoyé des cochons sauvages et du miel. Bon, assez vraisemblablement, rien de tout ça n'est vrai. Par contre, c'est à peu près sûr que en fait, c'est le pape Célestin qui l'a envoyé en Irlande pour évangéliser tous ces païens. En revanche, pourquoi et comment il est devenu chrétien, bah en fait, on sait pas trop. Autant c'était juste la mode et c'était juste des titres de pouvoir un peu stylés comme genre influenceur aujourd'hui. Et il y a même certains historiens qui pensent qu'il s'est auto-proclamé évêque. Oui, ok, mais alors, pourquoi est-ce qu'on célèbre le Saint-Patrick le 17 mars? Les Français veulent savoir. On le célèbre le 17 mars parce qu'il serait mort un 17 mars dans les années 460 en Newtonie, c'est-à-dire en Irlande du Nord. Mais en fait, dans les légendes irlandaises, il serait mort en 496, donc à l'âge de 120 ans, comme Dumbledore ou Moïse. Donc autant vous dire, la date exacte, on l'a pas. Et en fait, pour le lieu, je vous ai dit que c'était en Irlande du Nord, mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Parce que cette histoire de mort en Irlande du Nord, on la découvre qu'à la fin du XIIe siècle, donc genre 700 piges après que le mec il est cané. Et c'est un seigneur de terre irlandais qui s'appelle Jean de Courcy qui voulait absolument que sa terre devienne un lieu de pèlerinage saint pour les chrétiens d'Irlande et qui a donc décidé que c'était la terre où étaient morts les 3 saints patrons d'Irlande, donc à savoir Patrick, Brigitte et Colombe. Ah, et peut-être vous allez me dire dans les commentaires qu'il y a une pierre tombale de Saint Patrick à la cathédrale de Downpatrick. Ah ben en fait, elle a été construite en 1900. Et si on sait aussi peu de choses sur sa mort, c'est parce que, en fait, quand Patoche rend l'âme, bah, c'est une période de grande paix en Irlande. La conversion au christianisme s'est plutôt bien passée, sans guerre, sans génocide, il y a de la bouffe pour tout le monde, et il n'y a pas de pandémie. Mais du coup, comme c'est une période, historiquement, bah, du coup, qui va pas vraiment marqué grand-chose. À peine 10 ans après le dernier souffle de Saint Patrick, on l'avait tous complètement zappé. La vérité, c'est qu'avant Jean de Courcy au XIIe, ou à la limite les écrits irlandais au Xe siècle, Saint Patrick, on le connaissait pas vraiment. Et même, il est entré au calendrier irlandais en 1607 et au calendrier chrétien officiel seulement en 1631. Ouais, bon, ok, donc en fait, la Saint-Patrick, c'est pas vraiment une fête ancestrale, mais alors, depuis quand les Irlandais la fêtent quand même? Officiellement depuis 1607. Mais bon, c'est assez sûr qu'avant, on faisait des petites sauteries religieuses à travers l'Irlande en l'honneur de Patrick, selon les lieux où il était plus ou moins famous. Depuis 1903, officiellement, c'est un jour férié en Irlande. Par contre, ce n'est pas la fête nationale irlandaise, malgré certaines idées reçues. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose que ce soit pas la fête nationale, parce que la Saint-Patrick dont on parle là, avec tout le folklore type trèfle, léprechaune, grosse pinte de stout et tout, c'est pas vraiment une création irlandaise. Tiens donc, maintenant la Saint-Patrick, c'est même plus une fête irlandaise. Enfin, si, mais non. C'est-à-dire que la Saint-Patrick que nous, on connaît, avec les parades, les pintes de bière et tout, c'est une fête qu'on a célébrée à Boston, aux États-Unis, à partir de 1737. Mais en Irlande, à Dublin, la première fois qu'il y a eu une parade de la Saint-Patrick avec des gens dans la rue et tout, bah, c'était seulement en 1931, soit 2 siècles plus tard après les parades américaines. What? Au début des années 1700, c'était la merde en Irlande. Enfin, dans toute l'Europe même. Les gens, ils crevaient de faim, de maladies, c'était tout naze. Mais par un heureux hasard, il s'avère que peu de temps auparavant, on avait commencé à coloniser une terre immense de l'autre côté de l'océan, où il y avait encore tout à faire, j'ai nommé les États-Unis d'Amérique. Là-bas, tous les Européens qui fuient les difficultés du vieux continent sont tous bienvenus. Les Irlandais et les ouvriers particulièrement sont accueillis à bras ouverts. Sur cette terre hospitalière, tout le monde a sa place. Sauf les gens qui habitaient là avant l'arrivée des colons, hein, bien évidemment. Et du coup, des millions d'Irlandais ont migré sur la côte est des États-Unis. Pour les premières générations de migrants, dans n'importe quel pays, la question de l'identité, ça devient un truc assez touchy, assez sensible. Les Irlandais aux Amériques sont toujours Irlandais de culture. Pour autant, ils sont Américains de terre maintenant. Et en plus, il n'y a pas vraiment de culture états-unienne là-bas. Si vous allez en Nouvelle-Zélande, au bout de 3 mois, vous ne deviendrez pas néo-zélandais. Et même au bout de 30 ans, vous vous sentirez toujours comme appartenant à 2 cultures. Il faut vraiment plusieurs générations pour construire une nouvelle culture et une nouvelle identité. Et donc, chaque communauté de migrants aux États-Unis
va se revendiquer avant tout comme une communauté italienne, irlandaise, polonaise, chinoise, grecque, etc. Toutes ces communautés, elles vivent, elles travaillent ensemble pendant toute l'année, mais de temps en temps, elles ont chacune besoin de se réaffirmer en tant que groupe, de réaffirmer leur identité propre. Et donc, les Irlandais expatriés aux États-Unis, ils ont commencé à célébrer la Saint-Patrick, une fête qu'on ne trouve à l'origine que dans leur pays, qu'en Irlande. Et ce, en portant des trèfles, donc des shamrocks irlandais, des vestes vertes, parce que la couleur de l'indépendance irlandaise, c'est le vert, etc. Et donc, les Irlandais expatriés aux États-Unis, ils ont commencé à fêter la Saint-Patrick pour des raisons plutôt identitaires. Mais alors, c'est quoi le rapport avec la bière ? Les Irlandais expatriés aux États-Unis étaient pour la plupart assez pauvres, et le fait de partir vers les États-Unis ne les a pas spécialement rendus plus riches. Ils restaient en grande majorité des ouvriers payés par heure le prix d'une pinte de bière. Et la bière brune, c'est épais, ça contient beaucoup de fer et de protéines. D'une pierre deux coups alors pour les ouvriers. C'est comme de manger un repas qui en plus est un peu alcoolisé. Et puis aussi, c'est vrai, la bière c'est une boisson commune en Irlande. C'est un peu comme le vin en France. Lorsque les Irlandais à New York ou à Boston, ils se retrouvaient pour fêter leur patrie d'origine, leur ethnie d'origine, ils buvaient de la bière comme leur pain quotidien, mais aussi comme symbole de leur pays d'origine. Mais vous voyez bien, cette Saint-Patrick-là, elle n'a pas du tout vocation à être une fête religieuse. C'est une fête qui est avant tout patriotique et identitaire. Mais alors attends, si j'ai bien compris, on pourrait carrément dire qu'il y a en fait deux Saint-Patrick, genre une irlandaise religieuse et une américaine plutôt identitaire, mais pas religieuse du tout. En fait, oui, on peut un petit peu dire ça. Parce qu'il y a plein de chrétiens d'Irlande qui tiennent à ce qu'on distingue la parade religieuse de la fête de la parade dans la rue que nous on connaît de la Saint-Patrick. Parce que pour eux, la version à l'américaine, ils considèrent que c'est de l'appropriation culturelle, une ribambelle de clichés, une célébration commerciale, que c'est loin en fait de leur riche patrimoine chrétiens à eux, aux Irlandais. Et les Irlandais, ils sont très chrétiens, ils sont très attachés à ça. À la Saint-Patrick, faut voir, il y a plein de mecs qui montent à genoux des collines pour aller faire des prières et tout. Et d'ailleurs, les Saint-Patrick des autres pays, ils appellent ça des plastic padines, soit des fausses Saint-Patrick. Aussi, il faut savoir que lorsque la Saint-Patrick, elle tombe pendant la semaine sainte en Irlande, on la décale. Aux États-Unis, les grandes villes ne vont jamais accepter de faire ça. Et pour cause, je sais pas si vous savez, mais la parade de la Saint-Patrick de New York, c'est la plus grande parade du monde à l'heure actuelle. Elle est beaucoup plus grande que celle de Dublin en Irlande et elle est aussi beaucoup plus grande que la parade de Thanksgiving aux États-Unis. Dans les années 2010, il a même été discuté de rebaptiser la Saint-Patrick pour qu'elle devienne une sorte de célébration multiculturelle anglo-saxonne à travers le monde, mais du coup ça faisait un peu oublier l'héritage irlandais et du coup là c'était les Irlandais d'Amérique qui étaient pas très chauds. Tout ça démontre bien que la Saint-Patrick, avec les clichés tels que nous on la connaît et qu'on va la fêter dans une semaine, c'est pas une fête ancestrale et religieuse irlandaise, mais c'est plutôt une parade américaine avec quelques origines irlandaises. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller voir la vidéo sur la chaîne de JV, de vous abonner à la chaîne de JV. Et puis moi je vous dis à très vite pour des nouvelles ethnochroniques.